Donc, cette présentation, effectivement, s'appelle Passer à l'interprétation de services publics à distance, à l'aide de la formation. C'est le fruit d'un travail d'équipe. Je ne suis pas le seul à avoir travaillé sur ce projet. Donc, je vous présente mes collaborateurs. Noelia Bourdeus Domingo, qui est interprète et docteur en communication interculturelle, qui est maintenant chargé de cours à l'Université de Montréal, mais aussi professeur à distance à l'Université internationale de Valence. François-René de Cotteret, qui est mon collaborateur principal depuis plusieurs années sur tous les projets que je fais en interprétation et professionnel de recherche ici à l'université. Suzanne Gagnon est médecin responsable de la clinique des réfugiés à Québec. Et Kosigan Kokupolu est mon jeune collègue ici à l'école de psychologie, professeur, avec des compétences en statistique et aussi en clinique, bien entendu. Que j'ai grand plaisir à collaborer avec lui. Et bien entendu, je suis le seul responsable de ce que je dis aujourd'hui. Toutes ces personnes m'ont aidé, mais c'est moi qui vais parler et donc c'est moi qui suis responsable. Le plan de ma présentation, il est très classique et je ne vais pas vous passer trop là-dessus, mais j'aimerais profiter de cette diapo pour remercier de Dialogue Miguel pour l'invitation et surtout d'avoir soutenu financièrement ce projet pour améliorer l'accès aux soins à des populations qui en ont vraiment le besoin, comme on vient de le voir avec les deux présentations qui ont précédé. Mais j'aimerais quand même préciser tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une présentation ou d'un projet qui visait essentiellement les anglophones, ça visait toutes les personnes qui ne parlent pas le français au Québec, et ça ne visait pas non plus spécifiquement la santé mentale, mais ça l'incluait, ça visait tous les services de santé, dont la santé mentale, et on a vu à quel point il y a besoin de services d'interprétation aussi en santé mentale. Donc, pour faire une petite introduction brève, contexte général, on peut parler de mondialisation, migration, qui fait qu'on parle de plus en plus de langues dans un lieu donné, en particulier dans les pays de migration, mais il y a aussi des diversités internes, on l'a vu avec les anglophones, mais aussi on peut penser aussi aux langues autochtones. Donc, toute cette diversité culturelle et linguistique implique nécessairement, s'il y a des lois pour ça, et comme c'est le cas au Québec, il y a des lois qui font qu'on doit offrir des services de santé dans la langue la plus appropriée pour que le patient puisse avoir des soins de qualité. Mais tous ces effets-là ont fait en sorte que depuis 20, 30 ans, peut-être un peu plus, on s'intéresse à l'interprétation de services publics, mais on s'y intéresse très très peu finalement. C'est comme pour moi, c'est toujours une tâche aveugle de l'intervention interculturelle. Pour preuve, il y a des manuels d'intervention interculturelle ou des manuels de psychologie interculturelle aussi qui vont complètement ignorer cet aspect-là, alors qu'on ne peut pas passer à côté. Si on fait de l'intervention interculturelle, à un moment donné, on va avoir besoin d'un interprète, ou en tout cas se retrouver face à des usagers qui ne parlent pas la même langue que nous. Et plus localement, j'ai travaillé depuis le début de son existence avec la Banque d'interprètes de la capitale nationale, la BICN, et qui, pendant la pandémie, bien entendu, comme toutes les institutions au Québec, bien entendu, s'est retrouvée face à des défis extrêmement importants. C'était de devoir continuer à fournir des services d'interprétation tout en étant enfermé chez soi, confiné, et donc il fallait passer à l'interprétation à distance. Or, il y avait à peu près rien qui avait été fait au Québec sur l'interprétation à distance. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait en termes de formation d'interprétation, de toute façon, au Québec, mais en particulier pour la distance. Alors, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, est-ce que vous voyez toujours bien mon PowerPoint? Ça va? Oui, oui. C'est OK? Ça semble oui, OK. L'interprétation de services publics, ça vise à accroître la qualité de la communication interculturelle entre les interlocuteurs primaires, qui sont l'usager et l'intervenant, par l'entremise d'un interlocuteur secondaire, l'interprète. Quand on dit secondaire, ça ne veut pas dire qu'il vaut moins que les autres, ce n'est pas une question de valeur, c'est simplement pour dire qu'il est là pour faire passer le discours d'une langue à une autre et que le discours principal, primaire, est tenu par l'usager et l'intervenant et pas par l'interprète. Mais il a un rôle majeur et même primordial au sein de cette triade-là. Et quand on parle d'interprétation de services publics à distance, eh bien c'est qu'on se retrouve dans des situations comme on a maintenant, où on est tous à distance, où on utilise des technologies de télécommunication pour faire en sorte que cette interprétation puisse avoir lieu. Il y a un chercheur qui s'appelle Moutsourakis, qui décrit l'interprétation à distance et qui décrit surtout, il parle d'une notion qui s'appelle la présence virtuelle.
Pour lui, c'est la façon de décrire ce qui se passe dans une interaction à distance. Ça a des conséquences à la fois physiques et psychologiques pour tous les intervenants, pour tous les protagonistes de l'interaction, mais aussi, surtout, pour les interprètes. On va en voir un petit peu plus en détail quel type de conséquences ça peut avoir. Ça a un bénéfice énorme, c'est pour intervenir malgré le fait qu'on était confiné ou qu'on est à des grandes distances, qu'on a besoin de langue rare, par exemple, en région ou des choses comme ça. C'est vraiment essentiel d'avoir de l'interprétation à distance. Mais ça a des effets aussi moins heureux sur l'interprète, des effets physiques et des effets psychologiques qui peuvent être difficiles pour l'interprète. Il va même jusqu'à parler d'un sentiment d'aliénation pour l'interprète lorsqu'il a interprété à distance sur des grands volumes de temps et de discours. J'y reviendrai un petit peu. Il s'est trouvé que juste avant la pandémie, en 2018, le MIDI, qui s'appelle le MIFI aujourd'hui, le ministère de l'Immigration, m'avait confié le mandat de faire une recension de littérature pour établir des recommandations pour l'interprétation à distance. C'était quelque chose vers lequel le MIDI tendait dans ses pratiques. Donc, on a effectué ce travail-là avec mon équipe de l'époque. Il y avait toujours François-René de Cotteret qui était présent, mais aussi une autre étudiante, Andréane Baudouin-Julien. On a établi ce rapport-là. On a fait une liste de 35 recommandations sur l'interprétation à distance. On en a aussi fait un article scientifique qui a été publié dans la revue Meta, vous avez la référence ici. Et on ne s'est pas contenté de regarder ce que la littérature disait, on a aussi fait des focus group avec l'aide de l'organisme qui s'appelle, excusez-moi, j'arrive pas à le lire là, les services d'aide aux Néo-Canadiens de Sherbrooke, qui a une banque d'interprètes qui a le mandat d'accueillir les migrants et les réfugiés dans la région de Sherbrooke. Donc, on a fait des focus group pour adapter ces recommandations à la situation du Québec. Alors, je peux vous donner quelques exemples de ces recommandations, puis on revient justement comme ça à la notion de présence virtuelle. Il faut, par exemple, prévoir un environnement de travail à distance approprié. On ne peut pas interpréter à distance dans son salon pendant que les enfants jouent et regardent la télé, par exemple. Ça vous paraît évident, mais il y a parfois des moments où les interprètes sont mal pris, on les force un peu à intervenir tout de suite en urgence alors qu'ils sont dans ce type de situation. Donc, c'est une des recommandations, c'est de s'assurer, c'est aux gestionnaires des services d'interprétation, de s'assurer que les interprètes aient des conditions de travail adéquates pour le faire. Une autre des recommandations qui va aussi dans il va aussi justement faire en sorte que les interprètes vivent moins les avantages de la présence virtuelle, c'est d'offrir du soutien et de la supervision aux interprètes. On oublie souvent qu'ils sont dans les mêmes interventions que les psychologues ou les médecins ou les travailleurs sociaux et qu'ils entendent les mêmes choses que ces personnes-là, mais qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources pour faire face à tous les drames auxquels ils ont à interpréter. Ils ont parfois même, eux, des parcours de migrants et ça fait résonner en eux des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues, ce qu'ils entendent dans les interventions. Donc, offrir ce soutien-là et de la supervision, c'est d'autant plus nécessaire que l'intervention se passe à distance, mais c'est nécessaire de toute façon tout le temps. Et puis, une de nos recommandations, c'était aussi offrir une formation pour les interprètes et les membres du personnel impliqués, parce que déjà, toute personne bilingue n'est pas interprète, donc il faut une formation pour être interprète, c'est un métier, mais le faire à distance, ça implique justement d'avoir des connaissances techniques et de savoir-faire professionnels supplémentaires que celles de le faire en présence. Donc ça tombait bien parce que justement, c'est ce qu'on voulait faire après notre projet dont je vais vous parler. Mais encore une recommandation que je tiens à souligner, c'est de prévoir du temps. Et ça, je le vois dans mes recherches depuis presque 2 décennies maintenant. Pour avoir une interprétation de qualité et une intervention de qualité, une intervention interprétée de qualité, il faut du temps. Je sais que c'est un luxe dans nos institutions d'avoir du temps en plus, mais il faut du temps pour préparer l'interprétation, pour préparer l'intervention, en discutant un peu avec l'interprète avant l'intervention. Il faut du temps pendant l'intervention, parce que ça prend plus de temps, puisqu'il y a 2 langues qui sont parlées. Et puis, il faut du temps après l'intervention pour s'assurer que l'interprète va bien, qu'il n'y a pas des choses qu'il aimerait rajouter par rapport à ce qui a été dit, des choses comme ça. Donc, c'est toujours les 3 temps de l'interprétation. Et pour ça, il faut ce temps-là supplémentaire. C'est une de nos recommandations. Bon, alors, fort de tout ça,
Oh, excusez-moi, j'arrive plus à faire avancer mes diapos, c'est pas très malin. Où est ma souris? Voilà. Est-ce que ça marche? Non, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, on a dans l'urgence oui, l'urgence de la pandémie, vu qu'il y avait les mesures d'urgence qui étaient en place, le confinement, l'obligation d'intervenir à distance, le fait que ce type d'intervention augmentait énormément et que les populations particulièrement vulnérables, encore une fois, ça a déjà été dit aujourd'hui, c'était des populations qui normalement ont déjà des difficultés d'accès aux institutions, mais dans ces cas-là, elles avaient encore plus de difficultés, le problème était amplifié. On s'est dit qu'on allait monter une formation, deux formations en fait, une pour les intervenants, pour leur apprendre à mieux travailler avec un interprète à distance, et une autre destinée aux interprètes pour leur donner des techniques justement de meilleures pratiques pour travailler à distance également. Et c'était un projet en temps de pandémie, donc on ne voulait pas surcharger les personnes qui participaient, qui étaient déjà des personnes sursollicitées, étant donné l'urgence de la situation, le contexte de l'époque. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 ans, c'est fou quand même. Donc on a quand même voulu mettre un petit volet recherche, mais modeste. Donc on a voulu mesurer l'impact de la formation au niveau des connaissances, voir si elles s'amélioraient, et aussi au niveau du sentiment d'auto-efficacité, qui est une approximation. La littérature dit que si on mesure ce sentiment-là, on a des chances de savoir que ce qui a été appris va être mis en pratique. Donc, c'est quand même auto-rapporté. On ne vérifie pas vraiment si c'est mis en pratique, mais c'est une mesure auto-rapportée qui est très fortement corrélée à ce qui est fait en pratique. Les formations que l'on a montées, elles étaient basées sur le guide qu'on venait d'établir l'année d'avant. Elles ont été données par Noelia Bourdeus-Domingo, qui est interprète, comme je vous l'ai dit, et qui a longtemps travaillé en interprétation de services publics. Elles portaient sur les aspects techniques comme sur les aspects plus communicationnels ou relationnels. Et elles ont été données en mode synchrone. On a essayé en mode asynchrone, mais on n'a vraiment pas eu de succès. C'est-à-dire qu'on a enregistré un premier webinaire qu'on a rendu disponible sur un site Moodle. Mais en fait, il n'y a personne qui allait sur ce site-là. Vraiment, ça ne marchait pas. Il fallait quand même, je pense, l'interaction, un minimum d'interaction avec les participants pour qu'ils soient motivés à suivre la formation. Donc, pour les intervenants, elle était brève, 45 minutes. C'était vraiment un type exposé magistral, comme je suis en train de vous faire, avec des questions-réponses à la fin. Elle a été donnée 2 fois, à l'été et à l'automne 2021. On a diffusé l'information grâce au CERDA, qui est le centre d'expertise sur la santé des réfugiés, qui a un très grand réseau, en fait. Il y a plus de 1000 personnes qui sont inscrites sur les listes de diffusion du CERDA. Et c'était vraiment ces personnes-là qu'on ciblait, puisque c'était les plus à même d'intervenir en contexte de diversité linguistique. Et on a eu quand même pas mal d'inscriptions, 208 personnes se sont inscrites. Pour les interprètes, on avait pensé à un format plus interactif, justement pour les engager dans la formation et pour leur transmettre plus de connaissances techniques et communicationnelles. Donc, c'était 2h30. Il a été donné 5 fois. Alors, grâce à Dialogue McGill, on a eu une prolongation du projet parce que c'était prévu sur 1 an normalement, mais on l'a fait sur une 2e année pour aller chercher plus d'interprètes parce que la première année, avec mes 2 séminaires, webinaires organisés, on n'avait pas beaucoup d'interprètes qui étaient venus, donc il a fallu faire plus d'efforts pour aller les recruter. On a finalement eu quand même 149 inscriptions. Et comme je vous l'ai dit, on a fait quelques mesures en plus des données sociodémographiques. Donc, ça, j'ai déjà dit, questionnaire sociodémographique, les 2 échelles qu'on a utilisées. Et on a fait les temps de mesure 3 fois, juste avant le webinaire, juste après le webinaire. Et on a relancé les participants 3 mois après pour savoir s'ils avaient toujours en tête ces connaissances et s'ils mettaient ces connaissances en pratique. Et on a fait des statistiques toutes simples, des qui carrés et des tests types. Alors, voilà pour les intervenants, les caractéristiques sociodémographiques. Vous voyez que sur les 208 inscrits, tout le monde n'est pas venu au webinaire et tout le monde n'a pas non plus répondu au questionnaire. 79 au temps 1, 37 au temps 2 et 34 au temps 3. Je vous ai mis toutes les données sociodémographiques selon les temps pour vous montrer qu'il n'y a pas de différence de population. Donc, d'un point de vue statistique, on peut faire les comparaisons entre les 3 temps parce que la population ne change pas selon les caractéristiques, même si elle diminue beaucoup. J'aimerais juste attirer votre attention sur quelques-unes de ces données. Vous voyez que ce sont principalement des femmes, que ce sont
principalement des gens, à 90% quasiment, qui n'ont jamais été formés à travailler au travail avec interprète. C'est quelque chose qui manque énormément dans la formation de base de nos intervenants. Et la moitié d'entre eux avaient une formation à l'intervention interculturelle, l'autre moitié pas. Donc, même si c'était certainement des gens impliqués dans l'intervention interculturelle, la moitié d'entre eux n'avaient pas de formation. Pour ce qui est des interprètes, on a à peu près les mêmes chiffres, 65 au temps 1, 52 au temps 2 et 26 au temps 3. On en a perdu un peu plus au temps 3. Et là aussi, ce sont principalement des femmes. Ce sont aussi principalement des gens qui ne sont pas formés à l'interprétation. Donc, ce sont des personnes qui vont travailler ou intervenir comme interprètes, mais elles n'ont aucune formation en interprétation, ou minimale peut-être, parce qu'à la banque d'interprètes de la capitale nationale, par exemple, il y a une formation minimale qui est exigée, mais c'est une journée d'introduction à l'interprétation, c'est loin d'être la panacée. Donc, ce sont des interprètes peu formés, ou pas du tout, et ce sont des personnes qui ont un parcours scolaire, comme vous le voyez, pour la moitié d'entre eux, ils ne sont pas allés au-delà du secondaire. Donc, c'est une population assez particulière qui rend des services énormes à la population du Québec, les populations les plus vulnérables du Québec, mais ils sont eux-mêmes dans des situations qui peuvent être vulnérables, et c'est une population particulière. J'arrive au résultat. Alors, vous avez tout là, et vous voyez qu'on a un bel effet pour les intervenants. Il y a une différence sur la connaissance, et c'est une différence qui est positive, c'est-à-dire qu'ils ont appris des choses entre le temps 1 et le temps 2, et c'est une différence qui se maintient avec le temps 3, et aussi pour le sentiment d'auto-efficacité. Juste après, ils se sentent un peu plus compétents, mais 3 mois plus tard, ils continuent à se sentir plus compétents, donc probablement qu'ils emploient les connaissances qu'on a voulu leur transmettre, tant mieux. Pour les interprètes, c'est un petit peu différent. Pour les connaissances, on a les mêmes résultats. Après la formation, ils en ont un peu plus et ils les gardent 3 mois plus tard. Par contre, le sentiment d'auto-efficacité disparaît au bout de 3 mois. Et probablement, c'est mon explication. On arrive à la discussion. Alors, je peux vous dire, oui, notre hypothèse est plutôt confirmée. En tout cas, aux 3/4, elle est confirmée. Mais les interprètes, pour les interprètes, vu qu'il y a cette baisse, ils ont probablement encore, ils ont les connaissances encore, c'est ce que montre nos résultats, mais ils ont de la misère un peu à les mettre en pratique. C'est ce que disent aussi le résultat sur le sentiment d'auto-efficacité. Et comme je vous l'ai montré, c'est une population particulière et elle nécessiterait un accompagnement pour améliorer sa pratique, bien entendu. C'est une population qui n'est pas formée à l'interprétation. Et même s'ils reçoivent une formation comme ça, un webinaire d'une demi-journée, ça suffit pas. Il faudrait un accompagnement pour ces personnes-là. Et de façon plus générale, il faudrait une formation standardisée, stabilisée pour l'interprétation de services publics au Québec. Yvan? J'y travaille. Yvan? C'est fini? J'ai plus de temps. 90 secondes, peut-être? OK, c'est fini. Et après, je veux juste vous parler des intervenants. Okay. On voit qu'une formation de ce type-là a des effets bénéfiques, même sur un moyen terme. Par contre, si on regarde dans la littérature scientifique, et je pense en particulier à une recherche qui a été menée en Suisse par un collègue, Horace Weber, il a fait ce type de formation aussi, pas nécessairement pour l'interprétation à distance, mais il a aussi fait des mesures à temps répété, comme ça, sur un plus long terme. Et il voit, lui, au bout d'1 an, que les connaissances se dissipent et les pratiques ne changent, reviennent à des modèles qui n'ont pas été transformés, en fait. Ils reviennent aux pratiques anciennes. Donc là aussi, il faudrait quand même un accompagnement. Et j'ai écrit un partenariat, c'est-à-dire que à l'intérieur des institutions, il devrait y avoir de la communication sur la possibilité de travailler avec des interprètes, des rappels que c'est possible, des petits guides pour faciliter la communication avec interprètes, des choses comme ça, pour rendre ça comme normal et pas comme quelque chose de marginal, justement, mais plutôt quelque chose comme une pratique habituelle.